Chers collègues, vous le savez, le grand débat que nous avons lancé ici, dans l'enceinte de ce Conseil métropolitain, en octobre 2014, a été, du point de vue de la contribution des citoyens, c'est une évidence, une véritable réussite. Quelques chiffres d'abord. 40 000 participants, 5 000 contributeurs directs, plus d'une centaine de cahiers d'acteurs et des temps d'échange, de réunions et de débats organisés dans de nombreuses communes. Cette richesse, cette diversité des points de vue exprimés, vous vous souvenez, ça avait été un de nos points de vigilance collective. Comment faire en sorte que les différentes communes de l'agglomération puissent se saisir de ce débat, comment faire en sorte que les différentes générations puissent s'investir dans ce débat pour assurer la diversité des points de vue. Vous vous souvenez également que c'est la raison pour laquelle nous avions décidé, et pour la première fois dans l'histoire de notre agglomération, de confier en quelque sorte les clés du débat à une commission indépendante. Je rappelle que cette commission indépendante avait été constituée de membres bénévoles, chacun désigné par un de nos groupes politiques pour garantir à chacune et chacun l'impartialité et la transparence du processus de débat. Je voudrais à nouveau ce matin saluer devant vous le travail exceptionnel mené par les membres de la commission du débat. Chacune, chacun qui a pris le temps de lire dans son intégralité le rapport de la commission du débat a pu mesurer son niveau d'engagement, son niveau de qualité et surtout à quel point le travail de la commission est pour nous précieux dans le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le temps de la décision. Alors un certain nombre d'entre eux sont présents ce matin, ces membres de la commission du débat, mais aussi certains habitants du comité citoyen. Et dans un moment où on dit parfois que les gens ne s'engagent plus, que c'est la montée de l'individualisme, du chacun pour soi, faire la preuve que dans cette agglomération, il y a eu autant d'hommes et de femmes qui se sont engagés dans la durée, bénévolement, je le rappelle, pour assurer ce qui a largement contribué à la qualité du débat, je crois vraiment que c'est un point dont collectivement nous pouvons nous féliciter. Je vous invite donc, chers collègues, ensemble à saluer et à applaudir le travail exceptionnel qui a été réalisé par les membres de la commission du débat. Merci à vous. S'il y a une chose que nous pouvons retenir de ce grand débat, c'est cette formidable envie de Loire qui s'est exprimée, qui s'est dégagée, et ce, dans les différentes communes de notre agglomération. Non seulement notre métropole et la Loire sont indissociables par leur histoire, mais je crois que ce qu'a démontré le grand débat, c'est que la Loire est aussi une part de notre avenir. Pas simplement parce qu'il s'agit d'une forme de réconciliation avec le fleuve, mais parce que c'est bien là une des lignes de force, une des choses qui pourra animer la cohérence de notre projet métropolitain, la cohérence de son urbanité, la cohérence des équilibres économiques, écologiques, la cohérence des usages. C'est bien de tout cela dont la Loire est porteuse. Alors oui, c'est une part de notre imaginaire, de notre histoire collective. Cette part de l'histoire a connu des traumatismes. Julien Gracq, dans La forme d'une ville, écrivait qu'après les comblements, finalement, il n'y a pas pu avoir de divorce entre le fleuve et la ville, mais qu'il y a eu, en quelque sorte, séparation des corps. On peut presque considérer que la fermeture des chantiers navals à la fin des années 80 a renforcé cet écart. Mais déjà, au début des années 90, la démarche Rive de Loire, engagée par l'agglomération, avait commencé à renouer un certain nombre de fils entre le fleuve et l'agglomération. Et je crois que collectivement, ce que nous allons engager ce matin, les 30 décisions que nous proposons au Conseil métropolitain, signent définitivement le retour de la Loire
dans le projet de l'agglomération et dans le cœur des habitants de cette agglomération. Alors, Fabrice Roussel va présenter ses 30 engagements illustrés par 12 grands chantiers. Je voudrais, pour ma part, simplement en partager avec vous quelques-uns. Mais d'abord, permettez-moi de remercier chaque maire, chaque vice-président qui s'est impliqué dans l'analyse des préconisations que la Commission nous avait fournies. C'est un véritable travail d'instruction transversale, d'abord à une échelle technique, et je remercie les services qui se sont particulièrement mobilisés, ensuite les vice-présidents et les maires. Je voudrais donc revenir sur 3 des décisions que nous proposons ce matin. La première, et je crois qu'elle marquera l'avenir de cette agglomération, c'est le choix de lancer pour l'avenir de la place de la Petite Hollande, qui est sans doute la dernière grande place publique de cette envergure qui est si près de la Loire, qui est si près de ce lieu particulier, qui est la promesse aussi de l'ouverture vers la mer, de lancer une double démarche, à la fois un grand concours international et dans le même temps la mise en place d'un atelier citoyen. Pourquoi ces 2 démarches conjointes? Parce qu'à l'échelle de la métropole, nous ne choisissons pas entre l'ambition internationale, le fait de pouvoir projeter notre agglomération vers demain, et le fait de le faire avec les citoyens en s'appuyant sur leur regard, en s'appuyant sur leur expertise d'usage. Le Nantes des années 90 a été marqué par le réaménagement du cours des 50 otages. Je suis intimement convaincue que le Nantes des années 2020, 2025, 2030 se joue entre le site actuel de l'Hôtel-Dieu, la Petite Hollande, le Pointe de Bretagne, le quai de la Fosse et le Bas-Chantenay. C'est là un des visages du Nantes de demain, un des visages qui interrogera le cœur de l'agglomération, puisqu'on voit bien qu'entre la ZAC des Îles à Rezé, monsieur le maire de Rezé, le projet Île de Nantes et le projet du Bas-Chantenay, il y a là les contours du grand cœur d'agglomération de demain. C'est donc la première décision sur laquelle je voulais revenir ce matin. La deuxième, je sais qu'elle a parfois fait sourire. Elle a parfois semblé anecdotique. Je crois qu'elle ne l'est pas du tout. Je parle des navibus. Je parle des navettes fluviales. Dans les décisions que nous proposons ce matin, il y a un vrai choix d'investir ce sujet, de l'investir dans une double dimension. D'abord comme un des moyens de mobilité, comme un des outils de mobilité, puisque ce qui est proposé sur les navettes l'est fait en cohérence, en articulation, notamment avec le schéma de transport public, puisque nous proposons 2 étapes. Une première navette entre Gare Maritime et l'île de Nantes qui préfigurera une ligne qui demain pourrait aller jusqu'au quai Wilson. Et puis une deuxième étape de réflexion, la première entre Trentemoux et le Bas-Chantenay, et la deuxième qui permettrait de relier Saint-Sébastien. La question des navettes, c'est un double enjeu, à la fois un enjeu de transport, de mobilité, je l'ai dit, mais aussi un enjeu du rapport à la qualité de vie. Si ce sujet est autant sorti dans le grand débat, si les citoyens l'ont plébiscité, si la commission du débat l'a intégré dans ses préconisations, c'est aussi parce qu'elle dit des choses de la singularité de la métropole nantaise, d'un certain rapport au temps, d'un certain rapport à la douceur de vivre et de se dire que oui, ici, dans cette agglomération, nous sommes capables de conjuguer l'efficacité et la qualité. Nous sommes capables de conjuguer l'efficience des modes de transport et une certaine sérénité. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est le double développement à la fois du transport par barge, ce qu'on appelle le barging, et le développement des activités nautiques. Ça a été aussi un des points largement soulevés dans le débat, repris par la Commission pour faire demain, encore plus qu'aujourd'hui, vivre le fleuve. Chacun mesure bien que ce débat, il concerne tout particulièrement les 14 communes ligériennes de notre agglomération. Mais nous avons bien vu ensemble dans les discussions que ce sont les 24 communes qui sont mobilisées, que ce sont les 24 communes qui sont concernées
Et quand on évoque, par exemple, le développement des guinguettes sur différentes communes, on voit bien que le choix que nous proposons, c'est qu'un certain nombre de ces communes puissent en quelque sorte vivre au rythme de la Loire. Pour conclure, je voudrais insister sur la suite, sur l'avenir, puisqu'il y a une double ambition dans ce qui vous a été proposé et qui, je crois, est traduite dans les documents qui vous ont été remis. La première, c'est clairement d'assumer une ambition sur la Loire. Et il n'y a pas d'ambition sans décision. Le temps du débat est terminé. Il a été clos le jour où la Commission nous a rendu son rapport. Nous sommes maintenant dans le temps de la décision. Et donc, il nous appartient collectivement de prendre cette responsabilité. Prendre des décisions, ce n'est pas dire oui à tout, c'est faire des choix, c'est les faire en transparence, c'est dire qu'est-ce que nous ferons à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais c'est aussi dire que la page du dialogue citoyen ne se referme pas. Et une des propositions majeures pour la suite, c'est de continuer à faire vivre ce dialogue citoyen. C'est le sens de la conférence permanente sur la Loire que nous proposons. L'idée est très simple, proposer à 16 personnes, et notamment à un certain nombre de citoyens qui avaient été impliqués dans le débat, de poursuivre ensemble cette aventure. Quel sera le rôle de cette conférence permanente? D'abord, être en quelque sorte celles et ceux qui pourront suivre l'application des décisions que nous allons prendre aujourd'hui, je le souhaite, avec le vote de la délibération. Mais c'est aussi continuer à partager avec les citoyens. Au moment où on va passer à l'opérationnel, je pense par exemple à certains appels à projets que nous avons d'ores et déjà actés. Prenons-en un, concrètement, les jardins flottants. Là encore, nous aurons besoin d'aller nous appuyer sur le regard, sur l'expertise des citoyens pour le faire. Donc dire, dans nos 30 décisions, nous mettons en place une conférence permanente sur la Loire, c'est garantir la crédibilité de l'innovation que nous avons voulu, que nous avons souhaité considérer qu'en 2015, on ne construit plus la ville sans les habitants, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi beau, aussi porteur de promesses et d'avenir que la Loire. Fabrice Roussel. Oui, Madame la Présidente, permettez-moi moi aussi de saluer tout le travail de la Commission. J'en ai fait partie avec deux autres élus de la métropole et je salue la grande implication et je dirais même la passion qui a animé les débats, les échanges avec les citoyens, avec les associations pour réaliser ces 25 préconisations. Et puis je salue également toute l'équipe de Nord Métropole qui s'est aussi particulièrement mobilisée sur le sujet. Le document vous présente 30 engagements. Je tiens à rappeler que ces engagements se situent sur 3 temps. Nous avons souhaité préciser au maximum le moment de réalisation de ces engagements. Et donc, vous trouverez des engagements de court terme pour l'année finalement 2016 et 2017, des engagements de moyen terme qui devront être réalisés d'ici la fin de ce mandat et des engagements de long terme au-delà du mandat actuel. Je ne vais pas vous présenter la totalité des engagements. Je souhaitais simplement insister sur 12 chantiers pour illustrer l'état d'esprit qui nous a animés pour répondre aux 25 préconisations. Ça a été dit par Madame la Présidente, les habitants, les citoyennes ont exprimé une forte envie de Loire avec la volonté d'y passer des moments collectifs. Et c'est pour ça que, comme ça a été précédemment dit, nous allons renforcer l'animation sur les rives de Loire avec des projets de guinguettes dans différentes communes, également des projets de pêcherie, la volonté aussi d'organiser une fête nautique triennale, et puis un sujet qui a été souvent évoqué, des études pour rénover nos équipements liés à la pratique nautique et donc définir un plan pluriannuel d'investissement sur ce sujet-là. Et puis pour développer également l'offre de loisirs, vous verrez que dans les engagements que nous prenons, il y a l'étude de la réalisation d'une piscine sur les bords de Loire. Mais les habitants et habitantes de notre agglomération ont exprimé le souhait aussi de renforcer
la capacité à se promener sur les rives de Loire, que ce soit à vélo. Et donc, dans les engagements que nous prenons, il y a la réalisation de nouveaux tronçons concernant la Loire à vélo, mais c'est aussi la volonté de développer la marche à pied avec un programme de Loire à pied qui, évidemment, fera l'état des lieux des cheminements existants, en proposera de nouveau, mais aussi fera le lien avec les circuits touristiques qui sont existants. Une des demandes fortes aussi de la Commission, c'était finalement d'assurer l'équilibre entre, je dirais, la Loire écologique et la Loire économique. Et donc, les propositions, les engagements que nous prenons s'inscrivent dans cette démarche, avec tout d'abord la volonté, évidemment, de valoriser ce merveilleux patrimoine écologique qu'est la Loire, avec notamment la volonté d'élargir l'action zéro phytosanitaire dès 2016 à nos partenaires et à d'autres communes de l'agglomération. Et puis aussi, d'ici 2017, cette volonté de mener plusieurs inventaires participatifs de la biodiversité. Et puis ce débat était aussi l'occasion pour certaines associations de présenter différents projets liés à ce partage de la Loire écologique. Et donc, nous lancerons un appel à projets sur ces initiatives innovantes, comme aussi nous prenons l'engagement d'un programme de découverte, d'éducation et de sensibilisation autour de la Loire pour les scolaires, mais aussi pour l'ensemble des habitants de l'estuaire. Et puis, c'est aussi la volonté et l'engagement de mettre en place une application numérique qui permettra de rassembler de multiples informations sur le fleuve. L'activité économique, ensuite, avec cette volonté, tout d'abord, de développer l'offre de bargines, ça a été dit par Madame la Présidente, mais aussi de mettre en lien avec notamment la communauté d'agglo de Nantes, de Saint-Nazaire, eh bien, là, une stratégie de développement de la filière nautique, et puis, eu égard aux grands projets qui vont animer le centre de l'agglomération dans les prochaines années, vous avez cette proposition de créer un centre d'approvisionnement et de services fluviaux pour les grands chantiers urbains, avec évidemment la volonté de réduire l'usage des voies publiques, mais aussi de diminuer l'empreinte carbone de ces chantiers. Il y a ensuite toute une série de propositions sur finalement comment de la Loire ou d'une rive à l'autre, nous allons pouvoir voir de nouveaux paysages, parce que, ça a été dit là également, certains secteurs vont être en mutation dans les prochaines années. Et donc, au-delà des sujets que nous aurons à traiter dans le futur plan local d'urbanisme métropolitain, vous pouvez voir que nous lançons des études pour un concours international pour le réaménagement des espaces publics de la Petite Hollande. Mais il a été aussi demandé dans ce débat la mise en place d'un inventaire patrimonial des rives de Loire. Et puis, dernier élément qui a suscité de nombreux débats, qui a suscité de nombreuses auditions aussi, c'est la question des franchissements, avec le dossier des navettes fluviales, comme ça a été évoqué, et aussi l'engagement que nous prenons pour lancer dès 2016 les études sur l'élargissement du pont de Bretagne. Tout cela, évidemment, ces engagements devront être suivis. C'est important pour nous lorsqu'on emmène des débats citoyens. C'est toujours après compliqué pour voir comment les citoyens se retrouvent dans les engagements et dans les réalisations que nous pouvons faire. Et c'est pour ça que nous avons souhaité, eu égard à l'importance du débat qui a eu lieu, créer donc une commission permanente qui sera composée d'élus, mais aussi évidemment d'associations et de citoyens pour suivre ces travaux dans la durée, pour suivre ces engagements. Et puis le dialogue citoyen, évidemment, il continuera également sur les projets que nous aurons à mener. Et nous maintiendrons également le site Internet pour faire en sorte que l'information soit la plus partagée, parce que, étant donné l'engouement qui a eu lieu sur ce débat, nous souhaitons maintenir cette dynamique dans les prochaines années.
Merci. Je vous propose maintenant qu'on puisse ouvrir la discussion. Joël Guerriau. Merci Madame la Présidente. Ce grand débat, eh bien, nous l'avons approuvé. Nous avons souvent rappelé dans les instances de Nantes Métropole et dans son journal que la Loire maritime et fluviale est le principal atout historique, culturel et industriel de notre métropole. Elle constitue l'image forte, internationalement reconnue et facilement identifiable qui nous différencie et nous identifie. La commission du débat a rendu compte des avis et des idées qui, selon elle, ont révélé créativité, goût de l'imaginaire et du sensible, innovation, équilibre, efficacité et sobriété. Nous tenons à féliciter la commission pour le travail qu'elle a réalisé. Elle a synthétisé les contributions et a proposé dans son rôle de garant de l'impartialité 24 préconisations. Elle demande à Nantes Métropole d'apporter des réponses concrètes à court terme et de tenir des engagements à moyen et long terme pour la métropole et l'ensemble des communes. Elle préconise la mise en place d'un dispositif pour suivre les actions concrétisant ces préconisations. Madame la Présidente, nous avions regretté le calendrier très serré de Nantes Métropole entre la remise sans discussion des 30 engagements au maire en conférence le 27 novembre dernier et le vote de ce jour. Néanmoins, nous avons pu émettre quelques observations dont certaines ont reçu un accueil favorable. Nous demandions de baliser et répertorier dès 2016 les circuits cyclables, d'engager la validation Loire à vélo, même avec des aménagements à minima pour l'instant, et d'être répertoriés provisoires, comme à Saint-Brévin, de porter au document des 30 engagements des aménagements et des projets, y compris ceux concernant le Boireau, la plage, la Loire pour tous, les navettes fluviales, la guinguette, les cales et pontons sur Saint-Sébastien. C'est possible immédiatement sans investissement démesuré. En effet, cette demande de Loire à vélo est récurrente depuis le bureau communautaire du 16 novembre 2001 et la métropole a toujours répondu que l'intégration des pas enchantés serait proposée dans le cadre d'un itinéraire alternatif sud. Déjà, de nombreux cyclistes empruntent un circuit sud fantôme de Loire à vélo du pont de Bellevue à Pirmil. Les continuités cyclables existent et figurent au schéma directeur de l'agglomération depuis 2008. Elles répondent sans être référencées aux caractéristiques véloroute et voies vertes dont le cahier des charges ne requiert aucun aménagement luxueux. Du pont de Mauve au pont de Bellevue, l'itinéraire sud de Loire à vélo est déjà validé et la commune de Saint-Julien-de-Concelles s'en réjouit. Après plusieurs échanges, vous avez proposé de modifier le document des 30 engagements en reprenant l'essentiel de nos propositions et nous vous en sommes grés. Au niveau de la métropole, nous avons souvent proposé de conserver les infrastructures ferroviaires et portuaires en ne prenant aucune décision immédiate irréversible qui obérerait l'avenir, de prévoir des accès fluviaux sur tout le pourtour de Nantes, de favoriser le transport fluvio-maritime et de prévoir des barges et des pontons pour la déconstruction, l'approvisionnement des matériaux et le stockage, lequel sur l'eau est à moindre coût. De plus, tous les acteurs de la Loire, y compris le grand port maritime, semblent maintenant convaincus qu'un port urbain à Nantes est envisageable. Nous retrouvons ces propositions dans les 30 engagements de Nantes Métropole et nous nous en félicitons. Néanmoins, nous resterons extrêmement vigilants quant à leur réalisation. C'est pourquoi nous approuvons la proposition que vous avez rappelée de créer une conférence permanente Nantes, la Loire et nous, nos engagements pour demain. Nous ne sommes qu'au début d'un long processus. Les engagements de ce jour devront être concrétisés. Nous avons compris qu'ils étaient évolutifs. Ils doivent aussi être très rapidement intégrés dans des documents prescriptifs dessinant l'avenir de notre métropole, en particulier le plan local d'urbanisme intercommunal et le schéma de cohérence territoriale. En effet, la concrétisation de ces engagements nécessitera des aménagements urbains et aura des incidences sur les transports, les stationnements, les accès aux berges et bien d'autres choses. Par exemple, comment imaginer de nouveaux circuits de navettes fluviales sans prévoir des pôles d'échange intermodaux? Comment favoriser et accroître la fréquentation des cales et des pontons et en construire de nouveaux sans prévoir des accès aisés pour des véhicules avec remorque? Comment préserver des vues sur la Loire sans réfléchir à la trame viaire et à l'épanelage? Tout doit être fait pour que des projets puissent se réaliser, projets qui peuvent être aussi des utopies. Tout doit être imaginé. Nous ne devons rien faire qui puisse obérer l'avenir, la Loire restant notre bien commun. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de votre écoute. Merci. Christian Couturier. Madame la Présidente, chers collègues, le grand débat citoyen Nantes, la Loire et nous a permis à tous les habitants de notre agglomération, qu'ils soient herblinois, sautronnais, carquefoliens, indrais ou sorignirois,
experts reconnus ou simples citoyens, de réfléchir aux usages de nos cours d'eau et à la place que nous souhaitons leur accorder dans notre métropole. Ce débat leur a permis de changer le regard qu'ils portaient sur notre fleuve. Et vous savez que par le passé, ce fleuve a été délaissé, les prairies agricoles sont devenues des friches naturelles, et bref, la Loire, le fleuve était devenu inaccessible et constituait une coupure accentuée entre le nord et le sud. Mais ce débat a permis de renouveler notre ambition sur la Loire et ses affluents. Et c'est bien pour cette raison qu'aujourd'hui, on vous présente nos engagements sur lesquels je vais revenir, qui sont véritablement l'ambition de notre métropole par rapport à la Loire. La Loire est-elle encore une frontière ? Je ne reviendrai pas au XVIIIe siècle, où il n'y avait qu'une seule route pour traverser la Loire, la route des ponts. Il y avait 6 ponts successifs pour franchir les différents bras qui étaient très nombreux à cette époque, pour aller de Poitou en Bretagne. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous franchissent quotidiennement à pied, à vélo, en voiture, en tram ou en bus. Elle fait partie, cette Loire, de notre vie. Elle nous fait respirer autant qu'elle nous inspire. Elle est un lieu de vie, un espace à découvrir, à redécouvrir et à partager. Elle contribue à cette qualité de vie que tant de villes ailleurs nous envient. La Loire et ses ports font partie de notre identité métropolitaine, autant qu'ils ouvrent nos perspectives sur le monde qui nous entoure. Ce débat nous a permis de réfléchir à de nouveaux usages pour notre fleuve et ses rives, tant du point de vue patrimonial, culturel, touristique que ludique. Il permet aussi de trouver un équilibre nécessaire entre ses fonctions maritimes, économiques, sociales, sa dimension naturelle et la préservation de sa faune et de sa flore. Et ce n'est pas le seul estuaire qui est concerné par cet équilibre nécessaire entre les préoccupations environnementales et avec la préservation de la biodiversité et le développement économique inhérent à tout estuaire. Parmi les engagements suscités par ce débat, je retiens aussi la volonté de promouvoir encore plus l'usage du vélo et les cheminements piétons sur les berges de notre fleuve. L'usage des vélos, Joël Garriaud vient de l'évoquer. Effectivement, il y a encore du progrès à faire et nous engageons dans ce sens-là. Ils sont une nouvelle manière de redécouvrir l'estuaire, tout en protégeant sa faune et sa flore. Et j'insiste là-dessus, certains espaces devront rester naturels. Et nous nous engageons également à revoir certains modes de gestion des milieux riches au niveau de la biodiversité. Et on va commencer avec un diagnostic sur l'île de la Motte au niveau d'Indre. Je retiens aussi ce désir d'un estuaire recouvrant sa vocation portuaire, avec la promotion de nouvelles liaisons fluviales, ou encore le transport par barge des conteneurs. C'est un moyen de renouveler la vocation d'axe de déplacement de notre fleuve et de diminuer le trafic routier, tout à fait dans l'esprit de Nantes Capitale Verte et des objectifs de la COP21 qui vient de se tenir à Paris. De même, les conclusions du débat appellent à un essor des activités nautiques avec la réalisation d'un diagnostic des équipements portuaires fluviaux qui va être inscrit au budget dès 2016. Car notre métropole compte un linéaire de quais important, tant pour ses activités maritimes que de plaisance. D'ailleurs, pour promouvoir la plaisance et notre patrimoine nautique, le Grand Débat Loire préconise l'organisation d'une manifestation nautique régulière, en lien avec les associations de sauvegarde de notre patrimoine fluvial, et je sais qu'ils apprécient cette initiative. Enfin, ce débat n'a pas négligé la question du franchissement. Tout reste ouvert, à condition bien sûr de respecter les activités portuaires. Et les conclusions du débat Loire prévoient un élargissement du pont Anne de Bretagne. Ce projet prendra largement en compte les différents modes de déplacement, à pied, à vélo, en transport en commun, afin de pérenniser une mobilité apaisée au cœur de la métropole. Mais redécouvrir la Loire passe aussi par de nouveaux aménagements, et je pense en particulier au prolongement du parcours de la Loire à vélo, à sa connexion avec les autres axes cyclables, ou encore à l'étude de faisabilité d'une piscine en bord de notre fleuve, proposition qui a déjà fait beaucoup parler d'elle. Mais je pourrais aussi citer l'installation de guinguettes pour faire de nos rives un véritable lieu de convivialité et de découverte. Je n'oublie pas non plus les terrasses jardins. C'est un projet pour le Sud-Loire dans le cadre de projets eau et paysage du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire.
Madame la présidente, chers collègues, la protection et la mise en valeur de l'estuaire est essentielle pour la qualité de notre vie de notre métropole. Parsemé d'îles, bordé de marais, de roselières et de prairies salées, ponctué d'angéliques, l'estuaire est une source d'imagination et de bien-être au quotidien. Il est le berceau d'une faune et d'une flore riches et diverses, une voie naturelle le long de laquelle notre cité a pu se développer. Dans nos engagements, l'amélioration de la qualité de l'eau de la Loire est aussi au programme avec différents partenaires. N'oublions pas que nous sommes au débouché d'un grand bassin versant, le plus grand de France, le bassin de la Loire. Mais la Loire et son estuaire sont aussi partie intégrante de notre développement urbain, tant à l'échelle de notre métropole qu'à celle du pôle métropolitain dans Saint-Nazaire. Il s'agit alors pour nos collectivités de mener une politique d'aménagement respectueuse de son environnement, garantissant l'accessibilité des berges tout en protégeant notre qualité de vie. Et je profite de ce projet de délibération pour rappeler que le grand débat Loire a été encore une belle aventure à la nantaise. C'est un exemple innovant de démocratie qui renouvelle la manière de faire de la politique et replace le citoyen au cœur de la métropole. Certains engagements étaient à l'étude, d'autres non. Et c'est bien tout l'intérêt du débat Nantes-La Loire et nous, d'avoir pu faire émerger l'ensemble des préconisations qui nous ont été présentées. Et c'est toute la force et l'ambition de la métropole de donner une cohérence à l'ensemble de ces engagements. C'est en prenant en compte les avis et les propositions de toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre métropole, qui y travaillent ou qui y passent chaque jour, que nous pourrons concevoir ensemble, et aujourd'hui, la cité de demain. Et c'est précisément cette démarche de dialogue permanent et de co-construction avec tous les acteurs du territoire qui œuvrent à une métropole volontaire, rayonnante et entreprenante. Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie. Merci. Aymeric Sessow. Merci Madame la présidente. Chers collègues, la question de la Loire, de sa centralité dans la métropole nantaise, a toujours été pour nous une question primordiale, avec le souci constant de la complémentarité dans ses multiples fonctions, portuaires, industrielles, environnementales et culturelles. C'est en toute logique que nous avons donc soutenu l'idée de ce premier grand débat, dont je veux en préalable souligner la rapidité de la mise en œuvre conformément à nos engagements de campagne. Il était temps en effet que la Loire retrouve toute sa place dans nos réflexions, tant on le voit, elle est et elle sera au cœur de nombreux grands projets métropolitains. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner tout ce qui avait été fait autour de la Loire, l'accessibilité des berges, la valorisation du patrimoine industriel des anciens chantiers navals ou encore le mémorial de l'abolition de l'esclavage. Le document qui nous est présenté reprend l'ensemble des projets que nous devrons dès demain mettre en œuvre ou pour lesquels nous lancerons des études. Il nous faudra veiller ensuite, nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion du vote du budget, à ce que ces projets ne restent pas lettres mortes. Difficile de passer en revue l'ensemble des engagements présentés, j'aimerais toutefois en pointer quelques-uns. Tout d'abord, nous ne pouvons que souligner positivement l'ensemble des engagements qui concourent à l'attractivité économique et à l'emploi. D'ailleurs, comment ne pas constater que le recul du port, de l'emprise portuaire sur la Loire a éloigné le fleuve des habitants de notre métropole et l'engouement du débat montre qu'il était urgent et nécessaire d'inverser la vapeur. La vocation portuaire, ce que vient de rappeler Christian Courturier à l'instant, l'attractivité portuaire par le soutien au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, le maintien de la zone d'évitage ou encore le développement du barging avec la filière bois du port sera sans doute le premier à lancer. Le soutien aux activités innovantes comme la production d'électricité ou encore celui du développement d'une filière de construction nautique. Autant d'activités dont il nous paraît essentiel qu'elles s'inscrivent dans le respect des équilibres écologiques du fleuve. La Commission a également soulevé l'urgence des décisions à prendre en matière de franchissement de la Loire. Là encore, le lancement des études sur le pont Anne de Bretagne nous semble une bonne chose, tout comme le fait de réserver des emprises foncières à un nouveau franchissement entre l'île de Nantes et la gare maritime. Néanmoins, n'attendons pas que les besoins se fassent trop pressants pour lancer les études nécessaires à l'ensemble de ces nouveaux franchissements. Nous l'avons dit plus haut, nous souhaitons préserver les emprises portuaires, mais aussi les emprises ferroviaires sur l'île de Nantes pour développer les transports en commun et celles sur le Bas-Chantenay afin de développer le fret. C'est d'autant plus nécessaire si nous généralisons le barging.
Il nous semble par ailleurs que le potentiel fluvial est encore trop peu utilisé dans les déplacements interagglomérations. Il nous paraît essentiel, pour favoriser les déplacements quotidiens, de mettre à l'étude de nouvelles lignes navibus dans l'agglomération nantaise, en plus de celles prévues dans les engagements, en prenant en compte notamment l'implantation du futur CHU, comme les nouvelles lignes de transport en site propre qui devront être créées. Faisons de la Loire la colonne vertébrale du développement métropolitain, un lieu d'échange entre les habitants avec des moyens de transport locaux mieux interconnectés entre bateaux, trains, trams, bus et automobiles. Un lieu d'échange entre entreprises avec un secteur industriel fort, la présence du port réaffirmée et revalorisée. Un lieu de culture et de fête. Chacune de ses composantes économiques, écologiques, touristiques, culturelles, de mobilité, d'habitat doivent pouvoir se développer et s'enrichir les unes les autres. Il faut avant tout privilégier la mixité d'usage de ce patrimoine qu'est la Loire. C'est la raison pour laquelle tout aménagement du fleuve, toute vision du fleuve ne pourra se faire sans un regard plus global sur l'aménagement du territoire, intégrant, nous l'avons rappelé, l'emploi, mais aussi le logement, les services publics, un maillage permettant l'ensemble des déplacements quotidiens. Nous ne pouvons morceler la Loire comme autant de quartiers. Nous devons penser le réaménagement des berges, en particulier du Bas-Chantenay jusqu'à l'île Gloriette, dans son ensemble. Un dernier mot sur le réaménagement de nos berges et en particulier de la place de la Petite-Hollande, dont nous souhaitons qu'elle garde toute sa centralité populaire, avec, comme cela est rappelé, son marché qui doit rester un lieu de diversité multiculturelle. Sur cette place, nous souhaitons également une modernisation complémentaire de l'ensemble des équipements publics à long terme, notamment culturels, sportifs et de loisirs. De ces réaménagements autour de la Loire va naître de nouveaux quartiers, dont nous souhaitons bien évidemment qu'ils soient tournés vers le fleuve et qu'ils soient autant d'exemples de mixité sociale et d'usage. Je n'ai repris là que quelques points. Il nous semble que les chantiers qui nous attendent sont nombreux, les enjeux s'étalent à plus ou moins long terme, le dialogue, le débat doivent bien entendu se poursuivre pour faire de la Loire la vitrine de la métropole nantaise. Merci de votre attention. Merci. Isabelle Méran. Merci Madame la Présidente. En complémentarité à l'intervention de Monsieur le maire de Saint-Sébastien, je dirais que la commune de Saint-Sébastien, entièrement longée par la Loire, est dotée de milieux naturels exceptionnels dont la préservation est un enjeu. Elle dispose aussi de cales et d'appontements. Les îles sont en zone Natura 2000 en raison notamment de leur intérêt ornithologique. La commune est soumise aux réglementations de plusieurs zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2 et d'une zone importante pour la conservation des oiseaux. Les Sébastianais, qui n'ont jamais tourné le dos à la Loire, se sont impliqués dans ce grand débat. Des avis, des contributions personnelles, des cahiers d'acteurs, de collectifs, d'associations et du comité économique, social et environnemental local ont été produits. Des réunions ont été organisées à Saint-Sébastien, qui a été retenu comme une des 5 sites pour la journée citoyenne du 30 mai dernier. Cette organisation multisite de Nantes Métropole, au niveau d'une collectivité, constituerait une première mondiale. Cependant, peut-être manquait-il un forum sur Internet, comme l'a relevé la commission du débat dans son rapport. L'ensemble de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire est situé à moins de 5 km des Pas Enchantés. Les commerçants et les hébergeurs, les gîtes en particulier, pourraient être labellisés accueil vélo. Des solutions peut-être provisoires mais non onéreuses existent. Nous ne pouvons attendre 2025. Par ailleurs, Saint-Sébastien dispose toujours d'une cale pouvant être utilisée en tant que de besoin par les pompiers. L'association Loire pour tous est disponible pour des voyages en Loire, répare et construit des bateaux ligériens sur la plage. Merci de votre écoute. Merci. Michel Caillot. Merci Madame la Présidente. Et bien décidément, Saint-Sébastien-sur-Loire, je dis bien Saint-Sébastien-sur-Loire est à l'honneur dans les interventions ce matin, mais en même temps, avec une commune qui porte ce nom, on peut le comprendre, puisqu'il s'agit du grand débat sur la Loire. Moi, je me souviens, il y a un an maintenant, au sein de ce conseil, quand nous avons échangé et présenté ce grand débat sur la Loire, j'étais intervenu pour me dire que je me réjouissais du lancement de cette procédure et qu'en début de mandature, c'était quand même quelque chose d'important et d'essentiel. Et un an plus tard, on peut effectivement vraiment se réjouir de ce qui a été fait et produit.
les applaudissements de tout à l'heure étaient tout à fait mérités. Madame la Présidente, vous avez fait allusion tout à l'heure à la forme d'une ville, à Julien Gracq. Eh bien, moi, je dirais que non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, ce grand débat a été une vraie réussite. J'ai moi-même participé, contribué, ça a été évoqué à l'instant par ma collègue du conseil municipal de Saint-Sébastien, à des discussions, des échanges avec les habitants de Saint-Sébastien-sur-Loire. C'était au mois de février. Nous avons produit un cahier d'acteurs. Je me réjouis que certaines préconisations ont été effectivement retenues autour de la continuité des déplacements, Loire à vélo, mais aussi à pied, navettes fluviales, etc. Voilà, je voulais dire, en tant qu'élu de la métropole et conseiller municipal d'une commune qui est fortement marquée par la présence de la Loire, que je me réjouissais vraiment de ce qui avait été fait, que je pense que c'est vraiment un acte fort qui a été mené et porté par notre intercommunalité en lançant ce débat en début de mandature et en réussissant à ce point à mobiliser, à fédérer les énergies, les réflexions et puis demain, bien évidemment, la mise en œuvre et les concrétisations. Merci beaucoup. Merci. Maëlle Copé. Oui, merci Madame la Présidente. Ce premier grand débat métropolitain est une réussite par l'intérêt suscité sur un sujet majeur, par la mobilisation qu'il a su créer et par la qualité de ses résultats. Nous, élus écologistes et citoyens, nous avons attaché une grande importance à nous y impliquer activement. Et vous le savez, nous avons à notre mesure, à notre place, joué le jeu et fait jouer le jeu aussi du dialogue citoyen. Nous tenons à souligner, puisque nous l'avons constaté autant que vous, la grande qualité du travail bénévole fourni par la Commission, que ce soit pendant le débat, que ce soit pour la rédaction ou la remise du rapport. La Commission a eu une réelle indépendance, ce qui a sûrement donné encore plus confiance aux habitants pour venir s'investir et contribuer à ce débat. Alors, même si plusieurs axes de progrès ont été relevés ou révélés suite à ce premier grand débat, la méthode est la bonne. La barre est placée haute et le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris pour les prochains débats, à commencer par celui qui nous attend sur la transition énergétique. Alors vous l'avez dit, Madame la Présidente, la réussite de ce débat passe par la réalisation de nos engagements que nous présentons et que nous prenons aujourd'hui ensemble. Ces engagements, ils sont concrets, utiles et fidèles à l'esprit du débat pour répondre aux besoins et aux attentes des habitants. Effectivement, les plus déçus seront ceux qui attendaient de nos engagements des annonces tape à l'œil. Nous avons justement l'audace de ne pas tomber dans ce vieux réflexe de défendre un grand projet pour marquer un grand mandat, au risque même que celui-ci, ce grand projet, puisse se révéler inutile. Au contraire, le cœur de notre ambition est bien dans la qualité de la mise en œuvre, dès 2016, de nos engagements. Et l'audace, elle se trouve aussi dans notre volonté de transparence, avec la création de la conférence permanente chargée de veiller à l'efficacité de notre mise en œuvre. Cette conférence permanente, vous l'avez dit, elle fait une place très importante aux citoyens et aux membres de la Commission. Et nous rappelons qu'il est essentiel qu'elle puisse, et assez logique, qu'elle puisse être en place et opérationnelle dès le début de l'année 2016. Alors, vous le savez, nous partageons l'essentiel des 30 engagements. On y retrouve notamment notre volonté d'optimiser les franchissements existants. Et nous serons très vigilants à ce que l'élargissement du pont Anne de Bretagne soit réservé aux transports en commun, aux vélos et aux piétons. Un des engagements est de réaliser une étude sur un éventuel tunnel. Et je le redis, les élus écologistes et citoyens sont opposés à la construction d'un tunnel qui représenterait une dépense publique importante de plusieurs millions d'euros. Et c'est inimaginable dans le contexte budgétaire actuel. Alors pourquoi lancer ces études? D'autant plus qu'elles sont en contradiction avec la volonté de la métropole d'offrir à ses habitants des alternatives à l'usage de la voiture. Nous retrouvons enfin dans les engagements notre exigence de préserver l'état écologique de la Loire et de son environnement. Il est indispensable de travailler à l'échelle des bassins versants afin de réduire au maximum les facteurs de pollution. Il est tout aussi important de préserver des espaces naturels le long de la Loire, voire d'en reconquérir. Et on l'a vu tout au long du débat à travers les différentes contributions. Cette préservation est compatible avec une activité économique. Et même la recherche de l'équilibre, de cet équilibre, nous offre des opportunités de transition et d'attractivité pour notre métropole.
Nous notons également avec intérêt la création d'un projet alimentaire territorial. Nous sommes prêts à nous y engager dès maintenant pour développer une ambition à la fois sur les circuits courts, la production locale, le changement des pratiques agricoles et y faire vivre l'alliance des territoires qui est si importante dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Concernant le grand port maritime, si nous approuvons totalement le développement du trafic par barge, doit-on continuer à accueillir de très gros bateaux à Nantes? Ils sont de moins en moins nombreux et le dragage nécessaire pour les accueillir coûte plusieurs milliers d'euros par an. Alors travaillons plus en partenariat avec le grand port maritime pour impulser une véritable transition écologique créatrice de nouvelles activités et donc d'emplois pour notre économie locale. Enfin, concernant la Petite Hollande, j'y reviens juste un instant, car cette consultation que nous proposons est l'occasion de faire avec les citoyens et d'ouvrir la ville sur la Loire. Et vous le savez, pour nous, c'est l'essentiel, et c'est essentiel. Donc ce débat, vous l'avez dit, a révélé une envie de Loire. C'est une certaine forme de culture commune qu'il nous faut continuer et qui est indispensable. Et nous trouvons dans les engagements, notamment à travers ce prix pour la jeunesse et en direction des nouveaux habitants de la métropole, il nous semble tout à fait pertinent de mieux connaître et transmettre le patrimoine naturel qui nous rassemble. Donc le fleuve qui traverse notre métropole doit être perçu par toutes et par tous comme un bien commun. Merci. Madame Garnier. Merci, Madame la Présidente. Notre ville centre, Nantes, a longtemps été qualifiée de Venise de l'Ouest. Nous avons construit notre histoire autour de la Loire, qui a dessiné à la fois le paysage urbain, mais aussi le paysage économique de notre territoire. Et je crois que l'implication des habitants dans ce grand débat Loire a montré que la Loire restait au cœur des intérêts et des préoccupations de nos habitants. Je voudrais, ça a été fait, mais je tiens à le faire également, saluer le travail considérable qui a été mené par la commission du débat, qui a produit une synthèse à la fois bien construite et bien présentée que vous nous soumettez aujourd'hui. Alors, je voudrais faire un certain nombre de remarques sur la façon dont a été conduit ce débat et puis également sur le fond des propositions qui nous sont proposées. Sur la forme, vous avez fait le choix, c'est un choix que vous avez assumé, de mettre, entre guillemets, les grands moyens sur la communication autour de ce débat, puisque 600 000 euros, en tout cas ce sont les chiffres que nous avons, ont été dépensés par la métropole nantaise pour l'ensemble des éléments de communication relatifs à cet événement. En cette période de hausse d'impôts qui va faire l'actualité de la suite de la matinée, je pense qu'il est de notre rôle de nous demander si le coût de cette communication n'aurait pas pu être optimisé, ce qui n'aurait pas nécessairement altéré la qualité du débat ni des contributions apportées. Comme ma collègue Maëlle Copé vient de le faire, je voudrais également rappeler que nous avons, en notre qualité d'élus locaux, et notamment avec mon collègue Hervé Grélard, pris notre part à ce débat en y versant également notre contribution sous la forme d'un cahier citoyen. Nous avons eu l'occasion de porter à ce grand débat Loire un certain nombre de propositions innovantes, notamment en matière d'habitat, également en matière d'environnement. Je me permets donc en toute simplicité d'en informer ici notre Assemblée, et en particulier ceux qui, à certains intervalles réguliers, considèrent que nous ne faisons pas de propositions. Je les invite donc à aller consulter la contribution de notre groupe d'élus dans le cadre de ce grand débat. Ces remarques étant faites, je crois qu'il revient maintenant aux politiques, et donc à vous, Madame la Présidente, à partir de cette synthèse, de proposer une vision pour le développement de notre métropole autour de son fleuve et des enjeux fluviaux qui ont été évoqués. Je crois que les arbitrages que vous ferez doivent nous montrer que nous sommes capables d'anticiper tous les leviers de développement pour notre métropole demain autour de ce grand fleuve qui, encore une fois, a nourri notre histoire et notre activité. Je crois qu'il nous revient de parler d'aménagement du territoire, je crois qu'il nous revient de parler d'échanges commerciaux, d'activités économiques, également de développement portuaire.
nulle part dans le grand débat n'apparaissent un certain nombre de grands enjeux économiques et notamment un certain nombre d'enjeux économiques liés au grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, grand port maritime qui est le 4e port français et qui est pour autant extrêmement méconnu par nos habitants sur l'agglomération. Donc je me permettrai de regretter d'une manière générale peut-être une forme de déséquilibre entre l'aspect sportif, culturel et ludique, qui a toute sa place dans un débat comme celui-là, et la dimension économique que nous pourrions porter autour du fleuve. Je crois que... Merci. Voilà, tout simplement, je me permets de terminer ma phrase, Madame la Présidente, tout simplement. Je crois que la Loire a véritablement porté le développement de Nantes, qu'elle l'a ouvert vers l'océan, qu'elle l'a ouvert vers le monde, qu'elle a charrié également un certain nombre d'idées, notamment des idées républicaines qui nous sont revenues d'Amérique après être parties de chez nous en France. Et je voudrais simplement dire qu'au terme de ce grand débat sur la Loire, il semble que nous avons encore beaucoup à demander à ce fleuve qui a été longtemps trop oublié. Terminer par un point, cette fois-ci très concret, concernant l'impact budgétaire des 30 engagements qui nous sont présentés aujourd'hui. Nous avons sur table un document qui détaille l'ensemble de ces engagements. Est-ce qu'il y a un chiffrage qui sera effectué de l'ensemble de ces engagements dans les mois à venir? Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, Madame Chrisman. Madame la Présidente, permettez-moi de revenir sur les conclusions concernant les franchissements de Loire. Alors, la question des franchissements ouest de la Loire, c'est un peu comme le serpent de mer des habitants de la métropole. On l'évoque depuis des années, on lance des études, et alors qu'il n'y a pourtant pas de changement de majorité, on ne décide rien. Jusqu'à la prochaine apparition du serpent. À l'occasion du grand débat, tout le monde a vu réapparaître le serpent. Le document souligne d'ailleurs le thème mobilité et franchissement est sans nul doute celui qui suscite le plus d'attentes, avec l'exigence d'une action forte et volontariste de la part de la collectivité au regard d'un constat sévère sur les conditions de mobilité et de franchissement. Il est mentionné que prendre une décision est devenu urgent dès 2016 au regard d'un engorgement quasi constant des franchissements intérieurs et périphériques aux heures de pointe, de l'aménagement de l'île de Nantes. Mais n'est-ce pas déjà tard, puisqu'aucune des solutions structurantes ne sera effective avant 8 ou 10 ans? Avant de m'attarder sur les différentes options retenues, il me semble utile de réaffirmer que nous partageons deux conclusions majeures. Exclure toutes les solutions de franchissement qui interdiraient les activités fluviales et portuaires. Cette activité, c'est à la fois notre histoire et notre futur. Amplifier l'utilisation des transports collectifs et doux, notamment sur l'île de Nantes, sans pour autant nier la nécessité d'apporter une réponse au flux de voitures. Concernant les flux périphériques, si nous partageons la proposition 23 d'optimiser rapidement le pont de Cheviré, nous nous interrogeons sur le fait de repousser encore, à moyen terme, les études concernant un franchissement entre Rezé et Chantenay, type tunnel immergé. Franchissement qui désengorgerait aussi le pont Anne de Bretagne. Nous sommes parfaitement conscients qu'il s'agit d'un investissement très important, mais comment prendre des décisions à court terme en repoussant les aides à la décision à moyen terme? Par ailleurs, nous notons qu'il n'est même pas évoqué la question d'un franchissement en aval du pont de Cheviré. Concernant les franchissements vers l'île de Nantes, l'audition publique du 13 février dernier soulignait quelques chiffres. Un doublement des flux d'échanges tout mode avec l'île de Nantes et une augmentation de 30% des déplacements en voiture en raison notamment des décisions d'aménagement à venir. Quartier de la création, programme de logement, CHU. On est donc loin d'une circulation apaisée sur l'île de Nantes,
malgré les objectifs de passer de 2 à 12% d'usage du vélo et de 15 à 16% d'usage de transport en commun en 2030. C'est dans ce contexte que vous tranchez pour l'élargissement ou doublement du pont Anne de Bretagne pour 2023-2025. Cette solution, dont le coût est estimé entre 8 et 26 millions d'euros, est envisagée pour accueillir une ligne de transport en commun sur voie dédiée et les piétons. S'il est en effet indispensable de développer l'offre de transport en commun, cette solution ne résoudra pas le problème d'engorgement actuel du trafic sur le quai de la Fosse et sur l'île de Nantes. Il y a un effet d'entonnoir puisque toutes les artères convergent vers un seul pont et que le nombre de voies de voitures serait encore réduit. Dans le même temps, vous préservez des emprises foncières pour un éventuel franchissement entre l'île de Nantes et la gare maritime, comme si vous saviez déjà que cet aménagement ne serait pas suffisant. Pourquoi n'engagez-vous pas à court terme ces sommes sur un nouveau franchissement ? Je ne peux bien entendu pas traiter des franchissements de Loire et passer sous le silence le pont transbordeur. En ne mentionnant que son attractivité touristique, vous semblez le mettre en concurrence avec l'Arbre aux Hérons, sans pourtant leur accorder le même traitement. D'un côté, vous recevez les porteurs d'un projet et ils font l'objet de toutes vos délicatesses en termes de com. Vous dites que sa place dans la ville doit être encore étudiée, que le projet mérite de continuer à mûrir. De l'autre côté, silence sur le pont. Il semble que vous n'ayez ni reçu ni répondu aux sollicitations des porteurs de projets du pont transbordeur. Quelle interprétation donner à cette différence de traitement ? Il semble par ailleurs difficile de réduire le pont transbordeur à son attractivité touristique potentielle, comme le précise le document, même si elle n'est pas à négliger. Le pont transbordeur est un projet qui conjoint fonction d'usage et fonction touristique. Il est différent en cela de l'Arbre aux Hérons, qui présente beaucoup d'intérêt, mais n'apporte aucun élément de réponse à notre problématique de franchissement. Nantes Métropole décide de ne pas retenir l'option pont transbordeur comme une solution de franchissement, de diffuser l'étude évoquée par la commission du débat et, si nécessaire, d'en compléter les analyses. Il nous semble effectivement que c'est un minimum qui puisse être fait pour comprendre pourquoi un projet qui annonce, je ne vais pas détailler, on a suffisamment vu dans la presse la capacité de franchissement, le signe architectural, etc. Donc, pourquoi il nous semble effectivement que c'est un minimum pour comprendre pourquoi ce projet n'est pas retenu, pour comprendre si effectivement les porteurs du projet annoncent des éléments qui sont exacts. Nous souhaitons donc recevoir communication de toutes les études qui ont été faites sur les franchissements et sur le pont transbordeur, et que soit approfondi ce dossier à la lumière de tous ces éléments, sans oublier les contraintes financières de la métropole et au vu de l'urgence qu'il y a à décider les solutions pour la circulation de demain dans notre métropole. Je vous remercie. Merci. Bertrand Affilé. C'est l'autre. Bonjour à toutes et à tous. J'étais en train de compter l'addition correspondant à la dernière intervention. On est là en centaines de millions d'euros. Donc, je pense qu'il faut d'abord entendre ce qui a été dit. Alors, je vais commencer par le pont transbordeur. La Commission a audité, a reçu les partisans de ce projet, ceux qui le défendent depuis maintenant de nombreuses années, avec un attachement quasi affectif, alors peut-être une certaine nostalgie d'un passé où le pont transbordeur existait et était, comme beaucoup d'autres villes, un emblème pour des villes portuaires. La Commission a préconisé de ne pas donner suite et de ne pas retenir cette option de pont transbordeur. Pour des raisons très simples, son efficacité en matière de déplacement est relativement réduite, en dehors
d'une certaine facilité pour les déplacements actifs, les vélos et les piétons, éventuellement pour des transports en commun, un bus, mais par contre pour le transport routier, pour les voitures, c'est une inefficacité redoutable parce qu'il faut en plus du pont prévoir les files d'attente. Je ne sais si vous avez vu les uns ou les autres des ponts transbordeurs fonctionnant. Il faut des files d'attente importantes, il faut un espace urbain important qui est dédié uniquement aux queues de voitures, aux files de voitures. Et le coût se chiffre lui aussi en centaines de millions d'euros. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il est parfaitement légitime de dire, et c'est en ne le retenant pas à la suite de la commission, c'est ce que nous disons, cet investissement en matière de politique de déplacement n'est pas efficace, est extrêmement coûteux. Et après tout, si il présente, certes, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, un intérêt du point de vue de l'animation de la ville, du point de vue touristique, du point de vue peut-être aussi restauration, vue sur l'ensemble de notre métropole, eh bien, ça ne me semble pas être de nature à entrer dans le cadre d'une politique de déplacement. Et je serais tenté de vous dire que d'une certaine façon, si des gens y croient dur comme fer, et trouvent des gens pour partager leur passion et surtout miser quelques dizaines de millions d'euros sur ce projet, eh bien, on peut toujours y réfléchir. Mais dans ce cas-là, si c'est un équipement de nature d'animation et touristique, ça peut être un équipement privé. Et on verra bien si on a des propositions. Et c'est à ce moment-là qu'on verra la réalité de ceux qui soutiennent vraiment le projet. Donc vous l'avez compris, on est plutôt dans une stratégie qui est une stratégie d'optimisation de l'existant. Optimisation de l'existant sur le pont de Cheviré, on a commencé, on a eu l'occasion d'en parler. Donc on va continuer et l'idée c'est de fluidifier les franchissements au niveau du pont de Cheviré. Optimisation du pont Anne de Bretagne, et là effectivement 8 à 25 millions d'euros en fonction de ce qui sera retenu comme choix définitif. Et donc là ça veut dire qu'on est en fait on est tout simplement dans l'utilisation de l'existant, dans le fait d'essayer d'optimiser et de limiter la dépense publique pour être le plus efficace possible. Et notamment sur Anne de Bretagne, une ligne en transport en commun en site propre nous permettra sans doute d'avoir une haute qualité de desserte, non seulement du CHU, mais de l'île de Nantes. Et donc on changera de modèle, on changera complètement de modèle. Et on essaiera, je crois qu'on l'indiquait également, de bâtir un schéma stratégique des transports en commun en site propre à l'horizon 2017, ce qui permettra à chacun de voir quelle reconfiguration on adoptera pour l'ensemble des déplacements sur l'agglo. Et je pense qu'à cette occasion, on aura vraisemblablement l'idée de travailler sur des déplacements, pas simplement vers le centre, mais également de périphérie à périphérie. Enfin, dernier point, on ne peut pas nous accuser d'être prudents et de faire des réserves foncières pour l'avenir. Ne gageons pas l'avenir. Le fait de garder une emprise pour un éventuel futur pont pour les générations qui viendront, que ce soit un pont pour des bus ou un pont pour des voitures ou un pont multimodal, eh bien je pense que c'est la voie de la raison, de la sagesse, et en définitive, c'est de notre responsabilité par rapport à ceux qui viendront après nous. Merci. Quelques mots avant de soumettre à notre vote cette délibération. Madame Garnier, vous avez démarré votre intervention en disant « Vous nous soumettez aujourd'hui le rapport de la commission du débat ». Non, c'est inexact. Le rapport de la commission du débat, il a été remis par les membres de la commission du débat et avant l'été. Je le redis pour la clarté de chacun, c'était donc l'étape précédente. À la suite de cette étape, il y a eu un très long travail d'instruction, de mobilisation, d'instruction transversale que j'ai salué. Et je voudrais à nouveau remercier à ce moment l'ensemble des maires qui se sont mobilisés pour échanger, pour faire améliorer certains points. Monsieur le maire de Saint-Sébastien l'a d'ailleurs souligné, ainsi que les vice-présidents qui ont participé à l'élaboration des 30 décisions que nous portons aujourd'hui, puisque je le redis, ce que nous portons aujourd'hui, c'est les 30 décisions politiques, parce qu'il en est bien de notre responsabilité que nous soumettons aujourd'hui à travers la délibération. Je voudrais ensuite revenir sur la question du coût qui a été évoquée
et qui, rappelez-vous, chers collègues, avait été évoqué dès le Conseil métropolitain où nous avions lancé la démarche, puisque la question est bien légitimement avait été posée et qu'un engagement avait été pris. Il était le suivant: le débat ne devait pas dépasser le coût d'1 euro par habitant. Chacun pourra donc constater que cet engagement pris au lancement du débat a été respecté. J'ajoute une deuxième précision, c'est que sur la totalité du budget du débat, 1/3 du budget a été consacré à la communication, 2/3 du budget a été consacré à la participation citoyenne. Car oui, un débat de ce niveau d'ambition, de ce niveau d'innovation dans la 6e métropole française, ça ne s'improvise pas. Et la journée citoyenne qui a eu lieu le 30 mai dernier, le fonctionnement de la commission, l'organisation, la mise à disposition d'un certain nombre de moyens logistiques dans les communes pour organiser des temps d'échange, pour s'assurer de la diversité des points de vue qui étaient absolument nécessaires au bon déroulé du débat. Ce travail, cela ne se fait pas à la petite semaine. Enfin, un mot sur le grand port maritime. Là aussi, je vous invite à lire tout simplement le document qui est présenté, puisqu'il est mentionné 3 choses. La première, l'enjeu de fond stratégique sur le grand port maritime, qu'Aymeric Seyssot a d'ailleurs très largement rappelé et auquel il a contribué dans l'élaboration des 30 décisions. Et puis il y a 2 propositions concrètes. La première, la charte ville-port, qui est mentionnée, à l'instar de ce qui se fait à l'échelle de la ville de Saint-Nazaire, où une charte de ce type a été mise en place pour renforcer la fluidité et la place du port dans la ville. Le deuxième sujet, je l'ai évoqué dès mon introduction, c'est la question du développement du barging, parce qu'effectivement, la métropole peut le souhaiter, la métropole doit le souhaiter, mais évidemment, elle ne le fera pas sans le grand port maritime. Ensuite, je voudrais revenir sur une des suggestions de Madame Méran, je crois, élue à Saint-Sébastien, en ce qui concerne la question du forum. Vous avez souligné, Madame, que pour la suite, peut-être que ce serait une marge supplémentaire de progression à mettre en œuvre. Je partage tout à fait cette analyse et je propose que ça puisse faire partie des points que nous retenions dans l'avenir, puisque le sujet demain, c'est évidemment la mise en place, la mise en exécution des 30 décisions que nous soumettons aussi au vote ce matin, mais c'est également la préparation du 2e grand débat du mandat, grand débat sur la transition énergétique, grand débat qu'avec Ronan Dantec, nous avons présenté lors de la COP 21 à Paris, Climate Change, dont vous avez d'ailleurs un document qui vous a été remis ce matin, et grand débat qui a été, je l'annonce ce matin, validé par la ministre de l'Environnement du Maroc, Madame Hakima El Haïté, comme un des temps de la COP 21. Pour nous, cette labellisation, cette intégration de l'événement nantais dans l'agenda mondial était évidemment déterminant, là aussi, pour pouvoir porter une ambition. Le grand débat de transition énergétique, ce sera donc ce sommet mondial, mais aussi plusieurs mois de débats tout au long de l'année, puisque notre enjeu, c'est bien d'abord la mise en mouvement de la société locale, la mise en mouvement de l'écosystème nantais. On aura l'occasion d'en reparler. Ce ne sera pas la même chose que le grand débat sur la Loire, parce que les sujets ne sont pas les mêmes, parce que nos attendus du débat ne sont pas les mêmes, mais je crois qu'il faudra tirer les enseignements de ce que nous avons fait ici. Et je vous remercie pour votre suggestion sur le forum, parce que je crois que nous pourrons tout à fait l'intégrer dans nos réflexions sur la suite. C'est important parce que ça veut dire que ce que nous engageons ici, ce n'est pas une opération de communication. Je l'avais dit au moment du grand débat. C'est un changement profond de la méthode, de la manière de faire. C'est une manière de contribuer au renouvellement des pratiques politiques. C'est une manière de travailler sur l'alliance des territoires, et je remercie Maëlle Copé de l'avoir souligné. Et c'est donc dans cet état d'esprit que nous allons continuer avec la mise en place, en 2016, du 2e grand débat citoyen. Pour l'instant, je mets au vote la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Madame Garnier a redemandé la parole. Juste une minute, merci Madame la Présidente. Vous avez répondu à un certain nombre de questions sur la question budgétaire. Est-ce qu'il y a des enveloppes budgétaires qui sont prévues par la métropole
concernant les 30 engagements qui sont mentionnés dans le rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Naturellement, cette question avait d'ailleurs été évoquée en conférence des maires. De mémoire, je crois que c'est monsieur Alain Vey qui avait posé la question et qui, à juste titre, avait demandé la manière, quand nous avons collectivement travaillé sur le budget et sur la PPI, la manière dont les préconisations sur la Loire étaient intégrées dans la planification budgétaire. J'avais donc indiqué en conférence des maires le principe, à savoir que oui, ces enveloppes, naturellement, ont été anticipées. Pas une enveloppe unique pour la Loire, mais une enveloppe dans les différents secteurs. Une enveloppe en ce qui concerne les transports publics, une enveloppe en ce qui concerne les espaces publics, une enveloppe en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Un certain nombre de choses sont donc d'ores et déjà chiffrées. Je peux vous donner un exemple. On a beaucoup évoqué le programme Loire à vélo. Eh bien, le programme Loire à vélo, tel qu'il est budgété aujourd'hui, chiffré, c'est pas moins de 3 840 000 €. Pour cela, il faudra des moyens, mais je ne voudrais pas anticiper sur le débat qui va suivre. Donc, conformément à ce que j'avais indiqué en conférence des maires, oui, cela a été anticipé en fonction des différentes politiques publiques sollicitées, avec des choses qui sont d'ores et déjà chiffrées précisément, et d'autres qui le seront au terme des études. J'ajoute un dernier point pour la totale transparence. Vous verrez à la lecture attentive du document que dans nos engagements figure aussi l'idée d'appel à projets citoyens, notamment sur 3 thématiques. Il est proposé que le volume budgétaire consacré à ces appels à projets dès 2016 et 2017 puisse être un budget de 80 000 €. Je mets donc aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Pardon, je vais le remettre aux voix parce qu'on me dit qu'on n'a pas pu compter exactement. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Qui ensuite est favorable à cette délibération ? Merci à chacune et à chacun. Nous avions adopté donc au lancement de la démarche cette délibération à l'unanimité. Je constate ce matin que nous adoptons les 30 décisions, je vais parler d'un point de vue mathématique, si vous me permettez cette expression, à une grande majorité. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis au vu de l'importance du sujet. Je m'en réjouis au vu de la qualité de l'implication, je le redis, des maires et des vice-présidents sur cette question. Et puis je m'en réjouis aussi parce que je ne suis pas certaine que cette unanimité, cette grande majorité va durer toute la journée. Donc je suis ravie qu'en ce qui concerne le débat sur la loi, nous soyons capables d'adopter cette délibération de la manière la plus partagée possible.